Alors bonjour à tous, on va pouvoir attaquer. Ça fait plaisir de voir autant de personnes s'intéresser au salon, à l'événementiel, sur une journée orientée marketing. Donc on voit l'intérêt des salons dans les stratégies des entreprises. Donc on commence à temps, c'est le principe des événements, c'est-à-dire qu'un événement, c'est timé, c'est-à-dire qu'il y a une date de début, une date de fin, il faut être opérationnel dès le début du salon ou de l'événement qu'on organise et pouvoir en tirer les bénéfices à la fin. Pour se présenter, donc, alors nous sommes deux personnes de chez Caio, Rosalia et moi. Rosalia est Customer Success Manager chez Caio, donc elle accompagne les clients dans la mise en place des dispositifs Caio et la compréhension de leurs problématiques de manière à répondre à leurs besoins. Et moi, je suis directeur conseil de Caio, donc j'accompagne les clients dans un sens un peu plus global, en avant et après-vente sur leurs problématiques. Avant de rentrer dans une étude qu'on va vous présenter et un cas client, il est important de préciser ce qu'on fait peut-être. Donc Caio, on est éditeur de logiciels. On a une solution qui permet aux exposants des salons, congrès et principalement B2B de maximiser les retours sur investissement de leur salon par de la collecte de leads qualifiés, de la qualification et de l'intégration dans la stack marketing. Derrière tout ça, on en parlera derrière. On est français, bien évidemment, basé, on est voisins, on est à Rouen. La solution est en 8 langues. On a fait un peu plus de 1500 salons maintenant et 130 000 leads collectés pour nos clients. Donc ce qu'on voulait faire au début pour un peu introduire cette question, donc la question qui est posée dans cette masterclass qui est un peu provocatrice, la question est de savoir s'il faut continuer à faire des salons. Donc avant de rentrer de définir cette question, peut-être savoir pourquoi et comment l'entreprise fait des salons. D'après les études qui sont faites, terrain, donc des différents organismes, l'on voit que quel que soit le mode, que ce soit en B2B ou en B2C, a fortiori en B2B, les entreprises vont sur des salons pour faire des affaires. Donc pour rencontrer des nouveaux clients, rencontrer les clients existants, voire faire des offres commerciales, et toutes les problématiques de notoriété viennent dans un second plan. On va sur un salon, et a fortiori depuis le Covid, où les stands sont devenus des stands business, enfin les stands ou les congrès sur lesquels on participe en fonction du secteur d'activité dans lequel on est. Tous les secteurs ne font pas forcément des salons. On y va principalement pour faire des affaires. Et l'objectif d'image reste secondaire. Donc voilà, quelques données, 30 à 50% des signatures suite à un salon se font parce que c'est la première entreprise qui suit son prospect. D'où l'importance de prendre de la donnée qualifiée sur les salons et de ne pas repartir avec une simple carte de visite en se disant, en mettant 3 étoiles derrière et en se disant c'est un super lead, on va le closer derrière. Voilà, bon après vous avez différents chiffres sur le taux d'engagement par exemple de 20% chaque jour. Post-salon, l'intérêt, l'engagement du visiteur baisse de 20%. Donc au bout d'une semaine, vous imaginez le visiteur vous a totalement oublié et vous revenez comme un cheveu sur la soupe, d'où l'intérêt d'avoir une intégration rapide. Bon, on ne va pas rentrer trop dans ce que fait Caio et ce qu'on peut vous apporter. On reste sur ces aspects-là. Un salon, ça coûte cher, ça coûte du temps, ça déplace des équipes, ça nécessite des investissements logistiques. Si vous êtes dans l'industrie, vous allez peut-être déplacer une machine, vous allez avoir des frais d'hôtel, vous allez avoir des budgets importants. On estime, en gros, un salon, ça coûte entre, on va dire, 5 000 €. Vraiment un roll-up, jusqu'à 100 000, 150 000, 200 000. On a des clients qui font des stands à 1 million, voire beaucoup plus sur certains salons allemands. Dans ce cas-là, vous avez un vrai besoin d'avoir une équipe commerciale qui sache maximiser les leads et que vous sachiez les intégrer et les closer derrière. Voilà sur ce qu'est le salon, un peu le panorama. Derrière, on va vous présenter une rapide étude avec quelques statistiques. C'est une étude qui a été faite sur 150 de nos clients arrivant chez Caio, donc avant l'utilisation de la solution, sur leur utilisation des salons et comment ils fonctionnent sur les salons. Et je te laisse, Rosalia, présenter tout ça. Donc bonjour. Pour vous montrer un peu le panel d'entreprises qui ont répondu au questionnaire, on voit qu'il a tout secteur d'activité confondu.
avec une préférence quand même dans l'industrie, mais il y a à peu près tous les secteurs qui sont amenés à faire des salons. Et après, on a aussi, en taille d'entreprise, on a aussi à peu près de toute taille, avec la plupart des sociétés quand même des ETI, donc des entreprises de taille intermédiaire et de taille moyenne, donc qui font un chiffre d'affaires entre ceux-ci, entre 5 millions et 100 millions, et les autres, donc entre 100 millions et 800 millions. Donc c'est un peu pour mieux comprendre ensuite les statistiques derrière. On a commencé en fait à s'intéresser d'abord par les autres outils qu'ils utilisent déjà en interne, donc des outils de type CRM. Là, on a parlé avec les directeurs marketing ou les directeurs communication ou les chargés événementiels. On a vu que 70% seulement connaissaient le CRM de la société. Ça veut dire qu'en fait, il y a beaucoup de personnes donc il y a 11% des personnes qu'on a interrogées qui n'étaient pas au courant, en fait, si la société avait un CRM. Et 20% ont dit que non. Alors que peut-être que oui, mais 20% en tout cas ont dit que non. Et ça, c'est le premier trou dans la raquette. En fait, on voit que les équipes ne sont pas alignées. Il y a le marketing donc, qui va organiser des salons. Et après, derrière, il y a les sales qui utilisent un CRM, mais le marketing ne se sent pas concerné par les outils commerciaux. Ensuite, on a vu aussi que les sociétés qui font plus de salons vont être amenées à avoir vont être équipées plus en CRM comparé aux sociétés qui font moins de salons. Alors, on va aller vite, mais ce qui est important, c'est de voir que cet écart n'est pas non plus sidérant. C'est-à-dire que pour une PME, on va être une PME, en tout cas quelqu'un qui va faire moins de salons, on est à 60% de taux de possession d'un CRM, alors que pour des entreprises qui vont faire plus de 100 salons, on n'est que à 80%. C'est-à-dire qu'il y a quand même un taux d'équipement des CRM qui est important. Après, c'est l'utilisation qu'on en fait, la synchronisation, il va falloir remonter les datas, voilà. Mais c'est ce qui est intéressant aussi. Ensuite, on aura posé aussi la question pourquoi il y a une société, quel est le besoin premier en fait pour une société en termes d'outillage événementiel. Et on a vu en fait la plupart des sociétés donc chercher à avoir un outil qui va capturer des contacts ou qualifier des leads. Ça montre aussi que quand ils vont sur un salon, le plus important c'est quand même de ramener des prospects qualifiés surtout. Et après, on a aussi une grande partie des personnes qui cherchaient à uniformiser les process. Donc, ça montre aussi qu'aujourd'hui, de plus en plus de sociétés prennent conscience de l'importance en fait, d'intégrer le salon dans le reste des canaux d'acquisition de nouveaux leads. Et après, on est parti un peu plus en profondeur dans le comportement en fait, des sociétés, par exemple, avec ou sans CRM. Et en fait, ce qui en est ressorti, c'est que les sociétés qui ont déjà en place des outils digitaux, ils sont plus enclins à mettre des outils digitaux aussi dans le salon. Et pareil, les équipes qui ont l'habitude de travailler avec le digital, ils vont plus facilement travailler avec d'autres outils digitaux sur le salon. Par contre, on a quand même eu un taux de fiches papier qui est important. C'est-à-dire que même des entreprises qui ont un CRM, connu, donc déclaré par la com événementielle, la com, le marketing, nos clients, à 39% continuent à faire des fiches papier. C'est-à-dire qu'à 39%, on a un bloc de fiches papier A4 imprimées sur lequel on va agrafer la carte de visite, sur lequel on va remplir des cases à cocher qu'on va cocher au sens littéral à la main. Et derrière, on va ramener ça au siège et on va redonner ces fiches à la secrétaire, à l'assistant commercial pour les ressaisir éventuellement dans le CRM, pour les redescendre aux commerciaux derrière. C'est surprenant. Donc là, après, on redescend sur... alors, on a fait la même étude, alors à la fois du CRM, des entreprises qui ont un CRM ou pas, ou ne le connaissent pas, et la répartition entre les fiches papier. Donc là, on a toujours... Alors, on a 14% dans les grands comptes, donc vraiment les grands comptes, des plus de 800 millions de chiffres d'affaires, donc des entreprises qui font un certain nombre de salons, avec ce découplage total de la connaissance de CRM. Est-ce qu'on a un CRM? Qu'est-ce qu'on en fait? À quoi il sert? On a croisé un jour quelqu'un qui s'appelait CRM dans les couloirs, mais on ne sait pas trop ce qu'il fait dans l'entreprise. Et c'est le cas dans beaucoup d'entreprises, malheureusement. Et du coup, ce qui nous porte à 62% d'entreprises, grands comptes, qui ont un CRM et le déclarent.
dans l'autre sens, pardon. Alors que sur les entreprises de plus petite taille, tout le monde sait qu'il y a un CRM. Plus on descend en taille d'entreprise, plus il y a une conscience, il y a une, comme le disait Rosalia, peut-être un alignement plus fort entre les sales et le marketing pour utiliser les outils que l'on a en interne. Peut-être que les outils coûtent cher et peut-être qu'on les optimise encore plus. Et c'est encore plus le cas sur les PME, par exemple, ici, sur lesquels on est à 63% de taux d'utilisation d'un CRM, ce qui est assez impressionnant. Par contre, plus on réduit dans les tailles d'entreprise, plus le taux des fiches papier, plus l'utilisation de la badgeuse, la badgeuse peut être une aparté sur la badgeuse, vous la connaissez peut-être si vous faites des salons, il y en a une ici, on l'utilise aussi. C'est de la donnée déclarative saisie à l'entrée d'un salon. Donc, quand vous vous inscrivez 15 jours, un mois avant, vous allez remplir un formulaire avec de la donnée qui n'est pas forcément la plus qualitative. Et en plus, vous avez la même donnée que le voisin, c'est-à-dire que les 10 stands qui sont alignés là récupèrent la même donnée. Vous avez, je ne sais pas, dans l'industrie, vous avez quelqu'un qui allait faire des machines, une autre personne qui va faire des consommables, vous n'avez pas besoin de la même donnée. Donc la badgeuse vous fournit la même donnée que vous allez à peu près compléter, mais très légèrement. Donc l'idée est d'avoir vraiment de la donnée qui va vous permettre, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, de closer assez rapidement les affaires suite à l'événement. Voilà quelques données sur ce que déclaraient nos clients, donc avant de commencer avec nous, sur le nombre de contacts qu'ils génèrent sur un salon, le taux d'engagement des collaborateurs. Sur de la badgeuse, il y a beaucoup moins de personnes qui l'utilisent, c'est des hôtesses, des hôtes, donc on délègue et on fait du MQL, on ne fait pas du SQL, on est vraiment à prendre des marketing qualified leads, pas du lead vraiment exploitable avec un vrai besoin enregistré. Et on a un taux de qualification bien sûr sur une badgeuse qui est assez faible, alors que quand on monte sur des fiches papier, on en fait beaucoup moins, mais de meilleure qualité et avec un temps de traitement beaucoup plus long derrière. Je vous propose d'aller assez vite, de pas trop. On pourra expliciter ces chiffres si vous voulez. On a un stand en bas, on pourra en parler tout à l'heure. Si vous voulez rentrer dans le détail, on va vous présenter le cas d'Elkem, qui devait venir avec nous aujourd'hui, mais qui malheureusement n'a pas pu venir. Et je te laisse, Rosalia. Bon, on vous a présenté quelques chiffres. Là, on va rentrer vraiment dans le concret. Donc ça, c'est un client à nous. C'est donc les vrais chiffres clients et des performances. Et puis le schéma aussi d'acquisition de leads sur le salon. Donc on va regarder tout ça en détail. L'idée, c'est en fait de vous montrer, là, c'était des statistiques sur comment est une société aujourd'hui, une société moyenne. Et après, de voir aussi un cas concret. Hop. Dans ce sens-là. Donc Elkem, c'est un fournisseur de matériaux à la base de silicone. Ils sont cotés sur la bourse d'Oslo. Et ils ont des marchés cibles très, très variés dans beaucoup de domaines différents. Parce que le silicone, il est utilisé dans beaucoup de produits. Donc ils peuvent avoir des fabricants de tout type d'industrie. Donc santé, construction, produits chimiques. Et plein d'autres, d'où ils peuvent être amenés donc, à participer à des salons très variés dans beaucoup de domaines différents. Donc là, on a le témoignage d'Eric Champard, qui est le Global Acquisition Manager chez Elkem Silicon. Donc, il est en charge du traitement de tous les leads, donc pas uniquement salon. Donc, on aura ces insights sur les slides à suivre. Premièrement, en fait, pourquoi Elkem fait des salons, c'est pour être visible, parce que si je ne suis pas là et mon concurrent est là, du coup, je suis mort. Donc, en fait, l'idée, c'est de se montrer, de montrer que la société est en bonne santé. C'est de rencontrer aussi les clients. Donc, les sales chez Elkem, ils sont incentivés par rapport au nombre de clients qu'ils ont réussi à avoir sur le salon, de clients existants, on ne parle pas ou clients en tout cas connus par eux, au nombre de clients qu'ils ont réussi à inviter et avoir. Et aussi, bien évidemment, rencontrer de nouveaux prospects comme sur tout salon. Et on peut être facilement en fait, pris dans le piège à prendre le coût total en fait, d'un salon et de le diviser par le nombre de nouveaux prospects qu'on aura obtenus à la fin, si on l'a. Mais il faut bien, là, on aura un chiffre assez élevé. Du coup, comparé par exemple au coût d'acquisition d'un lead digital qui peut être beaucoup plus faible, mais on ne prend pas en compte le reste des objectifs. Donc en fait, pour calculer un ROI salon, il faudrait toujours prendre tous les objectifs, donc les identifier d'abord et les prendre en compte ensuite dans le calcul de son ROI.
Donc là, on va voir comment sont pris et traités les leads sur les salons. Donc l'idée, en fait, c'est de montrer qu'un lead salon, ça doit être intégré au reste de la stack marketing de la société, au reste des outils de la société. Ça reste un canal d'acquisition, ce n'est pas un événement à part où quelque chose se passe et on n'est pas au courant. En fait, là, sur le salon, eux, ils vont capturer le contact, ensuite le qualifier avec des formulaires donc, qui ont été pensés en amont. Et en fonction des réponses à ces formulaires-là, les leads vont être automatiquement scorés. Ils sont insérés dans le marketing automation, dans l'outil de marketing automation. Et ensuite, donc, il a des actions de nurturing qui commencent. Il a des campagnes qui sont préparées en amont, qui sont prêtes. Donc, pendant le salon, le lead, dès qu'il est capturé, il est déjà il rentre tout de suite dans le marketing automation. Derrière, il a des actions, on les verra sur la slide d'après, de nurturing. Et quand le lead, par exemple, il atteint un score de 100 points, il va passer en SQL. Et du coup, là, il pourra passer dans le CRM, il pourra commencer à être traité par dispatché en fonction du segment, du pays, au commercial responsable. Et après, c'est le commercial qui travaille. Et dès qu'il a une commande de passer, ça passe dans le ERP. Juste une remarque, je reprends ce que disait tout à l'heure Stéphane de Webmécanique dans sa conférence. Il est important de penser à déscorer aussi. C'est-à-dire qu'on peut rencontrer un client qui est client depuis des années, mais sur un salon, on s'aperçoit que, je sais pas, il a arrêté tel ou tel besoin, ou voilà. Donc ça déscore et ça peut redescendre dans l'automation. Voilà. Enfin, c'est important d'avoir. C'est vivant tout ça. Hein. C'est justement le but, c'est de recoupler les salons à un écosystème vivant, et notamment avec tout ce qui est score, hein, de marketing automation et toutes les conférences que vous avez pu voir. Aujourd'hui, tous les autres médias sont aussi connectés au marketing automation. Donc le score est global. Le salon score comme les autres. Alors avec peut-être un score plus fort si vous rencontrez un client ou un prospect sur un salon qui vous a exprimé un besoin plutôt que quelqu'un qui s'inscrit à une newsletter. C'est pas forcément le même score, bien sûr. Donc là, on a un exemple. Par exemple, là, c'est les actions d'ECM, mais chaque société, en fonction de son activité, peut avoir des actions différentes. De la campagne en fait, de nurturing. Là, par exemple, on va se concentrer. Il a 23 salons Europe et Middle East par an. Et les campagnes de nurturing vont inclure donc, des newsletters, des inbound emails, des communications produits et des invitations événementielles. Il ne faut pas en avoir trop par client. Donc là, par exemple, ils ont calculé que c'est maximum 15 emails par prospect en fonction du produit qui l'intéresse par an. Et du coup, là, à côté, on a quelques chiffres intéressants sur la conversion en fait, des leads. On sait que 15% de tous les leads à la fin, de tous les leads de la société convertis, proviennent des salons. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais par contre, pour le savoir, il faut bien du coup avoir des outils de measuring des différentes KPI. Ensuite, on va aussi, donc le temps moyen de conversion du prospect est de 18 mois. Donc c'est un temps assez long comparé peut-être à d'autres canaux d'acquisition. Donc, ça dépend aussi du secteur d'activité. Mais sur les salons, on a rarement, B2B surtout, on a rarement des devis qui sont signés tout de suite. Et après, donc, on n'a que 1% des visiteurs salons donc, qui vont se désabonner des communications, ce qui est très, très faible. Ça montre aussi que les personnes qui viennent sur un salon vous voir sur votre stand, c'est des personnes qui sont vraiment intéressées pour le coup parce qu'ils ont fait le déplacement, ils sont venus vous voir. Alors que si quelqu'un prend un lead sur un autre, est pris sur un autre canal d'acquisition, on ne sait pas s'ils sont aussi engagés. Voilà quelques conseils aussi de la part d'Eric. Donc, il faudrait organiser des séquences de nurturing pour les leads salons pour augmenter le ROI avec le marketing automation. C'est-à-dire, en fait, il faut, avant le salon, déjà planifier toutes ces campagnes. Il ne faut pas attendre la fin du salon pour commencer à réfléchir qu'est-ce qu'on fait avec les leads. Il faut que tout soit prêt en amont. Ensuite, il faudrait bien avoir des objectifs clairs aussi en amont. Pour les suivre aussi, avoir sa stratégie de nurturing, avoir tous les articles tout préparés en fait avant, parce que le salon en fait l'événement c'est juste une étape de tout en fait. Avant on prépare tout, il a le salon et après on continue à nurturer.
Ensuite, donc, il faudrait bien former. Donc, les derniers 3 points, en fait, c'est vraiment former les équipes, rappeler les process, mettre en place les process, les rappeler à chaque fois, avant chaque salon, après chaque salon, parce qu'il ne suffit pas de former une fois tout le monde et puis c'est bon. Il faut à chaque fois former les commerciaux, le marketing, la communication aux outils et aux process, et rappeler les process. Et puis à la fin, bien évidemment, suivre et analyser tous les chiffres qu'on reçoit. Et puis, en petite conclusion sur le cas Elkem, c'est que la data des salons doit être intégrée au reste des dispositifs marketing et commerciaux. C'est pas de la donnée qui vit toute seule, c'est vraiment, elle doit faire partie de quelque chose de plus grand, du coup, de la société. Il faudrait bien anticiper le traitement de la data en amont. Savoir que les leads ils vont convertir à long terme, ne pas essayer de calculer un ROI le lendemain du salon, et puis suivre les leads, pouvoir savoir quel lead 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard est venu de ce salon-là pour savoir le vrai ROI du salon et est-ce que ça vaut le coup de le faire. Et puis, sur un salon, on va rencontrer des prospects, mais aussi des clients. Donc, il faut bien se concentrer sur les deux. Et pas uniquement prendre que des leads ou que des clients. Bon, alors voilà la question qui tue. Vous vous doutez bien de ce que Rosalia et moi on pense de ça. Est-ce qu'il faut continuer à faire des salons ? On l'a vu tout à l'heure, ça coûte très cher, ça coûte du temps, c'est compliqué, il faut raligner les équipes. Voilà, donc on a du coup refait une petite étude sur ce que faisaient les clients. Alors bien évidemment, on parle de Caio, hein. On se met en avant sur cette slide. Mais le fait de relier tout ça, alors à gauche sans CRM, enfin peut-être en ayant un CRM, mais en tout cas sans connexion avec le CRM, et à droite en le connectant avec son CRM, on voit le taux d'engagement des collaborateurs, le nombre de leads qui est multiplié. Ce que je dis souvent, c'est qu'un salon et des commerciaux sur un salon, on met des avant-centres, alors c'est d'actualité, on en a un qui s'est cassé le nez hier, c'est d'actualité en ce moment la Coupe d'Europe, on a tout le monde qui veut marquer le but, tout le monde qui veut prendre les leads, tout le monde qui veut les prendre, sauf que c'est une démarche d'entreprise, l'entreprise investit énormément d'argent, c'est pas les commerciaux sont demandeurs, veulent tout avoir, le but c'est de les réaligner et de les engager. Dès lors que ça descend dans le CRM, dans leur outil du quotidien, ils vont prendre du lead, qu'il va pouvoir être scoré, réparti entre les SQL, MQL, nurturer s'il le faut, croiser avec les autres médias et permettre à l'entreprise d'aller faire des affaires avec un timing plus important, comme le disait Rosalia, sur du B2B bien évidemment que sur du B2C, mais permet de réaligner tout l'ensemble de ces dispositifs. Alors oui, bien évidemment, pour nous, il faut faire des salons, mais pas n'importe comment. On a des clients qui nous disent mettre 50 000 € sur un salon et être incapable de savoir ce qui s'est fait et au doigt mouillé vont jauger avec les commerciaux du fait que le salon était rentable ou pas. Ou alors juste faire le salon comme on le voyait tout à l'heure qui est important mais qui est pas forcément suffisant, de se dire le voisin, mon concurrent il le fait, je suis obligé d'y être. Si j'y suis pas, je suis considéré comme étant dans un état de santé mauvais. Alors il y en a d'autres qui arrêtent totalement. Il y a le mondial de l'auto, le groupe Volkswagen a totalement arrêté, va plus du tout sur voilà. Donc malheureusement le salon en subit les conséquences. Et alors c'est B2B. Aussi, pardon, avec un petit peu de B2B, mais forcément, il y a un choix peut-être d'arrêter les salons volontairement pour un switch des budgets sur d'autres médias, notamment le digital, pourquoi pas. Nous, on est convaincus, bien évidemment, que c'est le moment où les équipes, l'écosystème, les fournisseurs, les concurrents, les talents se retrouvent au même moment, donc ça permet de faire prospérer l'entreprise à tout niveau, avec des process anticipés, évidemment les bons outils. Et pour ça, Caio, on est prêt à vous rencontrer. Si vous avez envie d'échanger plus longuement avec nous, on est en bas sur la partie stand. On va passer aux questions quelques minutes. Je pense qu'on était, je ne sais pas où on en est au niveau timing. On a un petit QR code. Si vous voulez, on fait une petite enquête. Ça permettra de nourrir la prochaine conférence sur si vous faites des salons, ce que vous en faites. Et Thomas, notre collègue, sera là avec 2 tablettes si vous ne voulez pas scanner le QR code et les remplir directement sur les tablettes à la fin du salon. Merci beaucoup. J'espère qu'on vous a convaincu de comment et pourquoi faire des salons.
et que vous ferez de beaux événements. Merci à vous.